moi, si je peux te conseiller, à 20 mois, tu peux encore rattraper le coup parce que c'est pas trop tard, il est encore bébé. Donc moi, je pense aussi, arriver à un certain âge, ça dépend. Moi, en tout cas, à partir de 1 an et demi, j'essaie de donner des petites punitions. Quand je dis punition, avec un mari bordélique. Ma chérie, c'est trop tard. C'est trop tard, tu peux rien faire. Là, vraiment, ce que je fais le mercredi, j'appelle ça les rehaussements. J'essaie de faire un petit peu ce que je fais le dimanche, mais moins hard. Et la première des choses à faire en tant que personne, en tant que femme, tu dois d'abord définir tes critères, tes propres critères. C'était pas facile au début, c'était assez complexe, assez compliqué. Et il y a une chose qui m'a permis en fait de comprendre que c'était le bon. Je disais hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement répondre à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram. Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre les filles. Je vous laisse mon compte juste là. Je partage vraiment beaucoup de choses en story avec les filles. Donc si ça vous dit, allez me suivre sur Instagram. Donc je disais en fait j'ai reçu quelques questions sur Instagram. J'avais fait une série de questions et j'ai reçu pas mal de questions. Il y a certaines questions, j'ai déjà répondu directement et j'ai sélectionné quelques-unes que je veux vous répondre dans cette vidéo. En fait, il y avait pas mal de questions. Il y avait des questions qui tournaient autour de l'organisation. Il y avait des questions par rapport aux enfants, par rapport à la propriété. Mais il y avait une question qui revenait assez fréquemment. En tout cas, un groupe de jeunes filles qui m'ont demandé comment faire pour reconnaître le bon. Comment faire pour reconnaître le bon partenaire. Et elles m'ont demandé aussi comment moi j'ai su que mon mari c'était le bon. Alors cette question est revenue pas mal de fois. C'est ça qui m'a poussé en fait de faire cette vidéo. Je vais répondre à d'autres questions, mais je pense vraiment que je ferai de cette question le sujet global de cette vidéo. Je vais d'abord répondre à certaines questions avant et ensuite on va chuter sur cette question comment faire pour reconnaître le bon. Donc voilà, on commence. Alors la première question, il y a une femme qui m'a demandé: est-ce que tu donnes un fessé à ta fille si tu lui dis non et qu'elle ne t'écoute pas? Alors, par rapport aux enfants, moi, je ne vois aucun mal de donner un petit fessé lorsque l'enfant n'écoute pas. Rien de méchant, mais c'est juste, voilà, pour faire comprendre à l'enfant que, voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais en ce qui concerne ma fille, elle est encore bébé, je ne vais pas lui donner des fessés, mais en tout cas, je lui fais des petites tapettes. Par exemple, si elle touche à quelque chose qu'elle ne doit pas toucher, il m'arrive de lui faire une petite tapette comme ça. Non, ne touche pas. Mais fessé à proprement dit, non. Et je pense vraiment, cette question de fessé, ça dépend de la personne, ça dépend de la maman et ça dépend aussi comment on s'y prend. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et une autre question, comment tu fais pour garder tes décorations avec ta fille? Mon fils de 20 mois, il touche à tout. Alors ça, c'est vraiment une question qui revient tout le temps. Je crois qu'on m'a toujours posé cette question depuis que j'ai mis les pieds sur les réseaux sociaux. On me demande toujours comment je fais pour garder mes décorations avec mes enfants. Maintenant que j'ai ma fille, comment je fais pour garder ma déco avec ma fille? Je crois que vous m'avez vu faire tout le long. Je n'ai jamais changé ma façon de faire, même avec les garçons et maintenant avec ma fille. Je décore toujours de la même manière. Moi, je pars du principe, c'est l'enfant qui doit s'adapter. Ce n'est pas à moi de m'adapter. Moi, quand j'essaye de parler à mes enfants, je leur parle vraiment avec un langage de bien soutenu pour qu'ils comprennent. Je pense que tout commence dès le départ avec nos enfants. Si on ne met pas des limites dès le départ, les enfants ne sauront pas où sont les limites. Moi, avec ma fille, comme j'ai dit, je n'ai jamais changé ma façon de faire. Bon, c'est vrai que quand elle marchait à quatre pattes, j'ai essayé de pousser un petit peu la table pour qu'elle puisse prendre ses marques. Mais une fois qu'elle avait pris ses marques, une fois qu'elle avait commencé à marcher, j'ai remis ma table en place. Et j'essaye toujours de faire comprendre à mes enfants que ça, c'est pour embellir la maison et il ne faut pas toucher, il ne faut pas détruire parce que si vous détruisez, la maison ne sera pas jolie. Et avec ma fille, en fait, ça s'est fait naturellement vu que j'ai toujours l'habitude d'avoir l'œil un peu partout, ce qui fait que dès qu'elle touche, je suis là. Et au final, elle a compris qu'en fait, ça ne sert à rien, je touche parce qu'on ne va pas me laisser. Je pense que tout commence dès le départ. Ton
fils de 20 mois, je ne sais pas comment tu as commencé avec lui, si tu avais déplacé les choses depuis le début et que maintenant tu essayes de mettre, ça va pas. Moi, j'ai jamais changé ma façon de faire. Comme je disais tout à l'heure, j'essaie juste de rester ferme et lorsque je dois interdire à mon enfant de faire quelque chose, je reste sérieuse avec un ton assez soutenu. Et je pense que les enfants, ils comprennent. Bien qu'ils sont petits, ils comprennent très bien parce que moi, je le vois avec ma fille, lorsque je lui parle, lorsqu'elle touche quelque chose, que je lui parle avec un air bien sérieux, elle comprend. Et en plus, elle est gênée et elle change de direction. Donc, je pense que si tu dois, c'est pas trop tard, 20 mois encore, tu peux te rattraper. Il faut juste que toi, tu changes. C'est pas à ton enfant, c'est à toi. Ta manière de faire, ta manière de le reprendre, ta manière de lui parler doit changer. Lorsqu'il fait une bêtise, tu te mets à son niveau, tu lui parles et tu montres même les choses. Tu dis ça, non, ça tu touches pas. Si tu touches, maman, elle va se fâcher. Maman, elle va te punir. Et lorsque tu dis ça, l'enfant comprend. Même s'ils sont petits, à 20 mois, à 2 ans, la mienne, elle a 14 mois, mais elle comprend très bien. Donc, en fait, les enfants, parfois aussi, ils essayent de nous tenter, voir où sont les limites. Et si nous, on ne met pas les limites dès le départ, les enfants, ils vont profiter en fait. Ils profitent de nos moments de faiblesse. Donc, c'est à nous maintenant de tenir ferme. Moi, si je peux te conseiller, à 20 mois, tu peux encore rattraper le coup parce que c'est pas trop tard. Il est encore bébé. Donc, tu peux lui inculquer les choses que toi, tu veux qu'il puisse avoir. Donc, lève-toi, sois constante dans ta manière d'interdire. C'est vrai que souvent, les mamans, elles ont tendance à dire non maintenant, 1 heure après, elles laissent faire. Non, ça va pas marcher. Si tu dis non, tu restes dans ton non. Non le matin, non à midi, non le soir. Et les lendemains, pareil. Non le matin, non à midi, non le soir. Et au fur et à mesure, tu fais ça, l'enfant va facilement l'intégrer, surtout à cet âge-là. Parce que c'est vraiment à cet âge-là que les enfants sont très réceptifs, ils peuvent vraiment avaler beaucoup de choses. Et moi, je pense sincèrement, c'est à toi de changer, c'est à toi de changer tes manières pour que ton enfant puisse comprendre et puisse aussi s'adapter à ton nouveau système. Et moi, je pense aussi, arriver à un certain âge, ça dépend. Moi, en tout cas, à partir de 1 an et demi, j'essaie de donner des petites punitions. Quand je dis punition, c'est je te pose sur le canapé, je te dis, assis-toi, tu ne bouges pas. Parce que maman n'est pas contente, maman est fâchée. Tu restes là. Et l'enfant comprend que, ah, je fais quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça que maman n'est pas contente. C'est pour ça que maman n'est pas d'accord. Et au fur et à mesure, lorsqu'on évolue comme ça, et l'enfant finit par comprendre très rapidement d'ailleurs, parce que les enfants, ils ont vraiment beaucoup de capacités. Contrairement à ce qu'on peut croire, les enfants, ils ont beaucoup de capacités à comprendre les choses. Et à 20 mois, je pense que, ouais, tu peux aller avec des petites punitions. Lorsque tu sens vraiment que ça devient très lourd, ça amène l'enfant tout simplement à être discipliné, à comprendre que je dois respecter ce que maman dit. Et au fur et à mesure, tu verras que ton enfant va changer parce que toi, tu auras changé ta façon de faire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, je prends une autre question. Alors, la personne m'avait écrit plusieurs fois, elle avait dit qu'elle essaie vraiment de faire beaucoup d'efforts, elle essaie de garder la maison propre, mais avec un mari bordélique. Comment faire? Elle m'a dit, comment faire lorsqu'on veut vraiment tenir une maison propre, mais avec un mari bordélique? Ma chérie, c'est trop tard. C'est trop tard, tu peux rien faire. Là, vraiment, les carottes sont cuites, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, je rigole. C'est très difficile de changer les habitudes chez un adulte. On peut facilement travailler cela chez un enfant, mais chez un adulte, les habitudes, c'est très difficile à faire partir. Moi, je pense que il faut que tu acceptes cela et tu essaies de vivre avec. Non, je rigole. Non, sérieux. Je pense sincèrement dire que tu veux qu'il change, ça serait compliqué et ça serait pas honnête de venir dire que tu veux qu'il change. Mais je pense sincèrement, il peut s'améliorer. Et c'est toi qui dois l'aider à s'améliorer. Comment? En étant vraiment bien organisé. En ayant vraiment une organisation de béton. C'est-à-dire que, vu que lui, il est bordélique, toi, maintenant, tu dois mettre toutes les choses en place pour
l'aider en fait de ne pas être aussi bordélique. Je m'explique. Tu dois lui créer des espaces bien définis là où il doit ranger ses affaires. Par exemple, il doit avoir des espaces où ranger ses chaussures. Si, admettons, il a des vêtements, des chaussures spéciaux pour le travail, bah, il doit avoir un espace où il sait que c'est à tel endroit je range mes affaires du travail, et il a des espaces où il sait qu'il range ses habits, ses chaussures de ville et tout ça. C'est à toi de l'aider. Mais dire que tu veux qu'il change, ma chérie, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible parce que bah, il a grandi comme ça. Il a été enfant, il a été jeune, et maintenant il est parent. Et ça serait très difficile de lui enlever ça parce que c'est des choses qui sont peut-être bien ancrées en lui et tu ne peux pas les enlever du jour au lendemain. Mais tu peux essayer toi, de ton côté, faire certaines choses pour l'aider à s'améliorer. Tu dois le coacher en fait, tu dois le coacher, tu dois le guider, tu dois devoir être derrière lui pour que bah, tu ne puisses pas vivre dans un environnement bordélique parce que sinon ça serait compliqué. Voilà, toi maintenant c'est toi qui portes le chapeau parce que c'est toi qui veut avoir un environnement propre, mais tu as un partenaire qui est bordélique, donc c'est à toi de porter tout ça sur toi en étant bien organisé, en lui créant des espaces bien définis et en essayant au maximum de lui sensibiliser aussi. Il faut aussi lui parler. Il n'y a rien qui peut être plus important que le dialogue, que l'échange. Tu lui fais comprendre que ben, vous avez des enfants, vous devez vivre dans un environnement propre et si lui, il ne fait pas des efforts, ben, ça chamboule tout en fait. Ça met tout en bazar et ce n'est pas bien pour vous, pour votre famille, pour votre équilibre. Donc, il doit faire des efforts. Et je pense aussi, la grande partie, la chose aussi à faire au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est aussi discuter. C'est aussi essayer d'échanger, échanger avec lui. C'est aussi de lui faire comprendre les choses clairement, de lui mettre en fait devant les faits. Tu essaies vraiment d'être dans l'échange. Ça aussi, ça marche bien. Au-delà de tout ce que tu peux faire dans l'organisation, de bien gérer, soit aussi dans l'échange, ça peut aussi l'aider à s'améliorer. Et je pense que de ton côté, si tu fais beaucoup d'efforts en ayant une bonne organisation et tu rajoutes aussi l'échange, les deux, ça peut vraiment faire en sorte qu'ils puissent s'améliorer. Pas totalement changer parce que ça, je te le garantis pas. Au moins s'améliorer, ça c'est possible. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et une autre question... alors, j'avais partagé les faits que je faisais, comment je faisais mon ménage en fait, quel jour je faisais mon ménage. J'avais dit que je faisais mon ménage le mercredi, je faisais aussi mon ménage le dimanche. Et il y a une fille qui m'a parlé par rapport à mon organisation de ménage. Alors, elle me dit, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tâches que tu fais le mercredi et les dimanches, s'il te plaît? Alors, comme j'ai dit, moi, je fais mon ménage 2 fois. Enfin, quand je dis ménage, vraiment les grands ménages, je fais 2 fois par semaine. Je fais le mercredi et le dimanche. Mais les autres jours, j'ai des tâches aussi que je fais tous les jours, pratiquement tous les jours. Bon, il peut arriver qu'un jour, ben, j'ai pas le temps, que je fasse pas les choses que je fais tous les jours. Mais en tout cas, en général, j'essaie de faire au moins quelques tâches tous les jours pour essayer de garder la maison propre. Surtout avec les enfants, c'est pas évident. Donc voilà. Alors, par rapport à mon ménage de mercredi et de dimanche, donc je vais commencer par dimanche. Dimanche, en fait, c'est un jour où je fais vraiment mon ménage. Je prends mon temps de bien faire le ménage. Je commence d'abord par les draps. Donc, j'enlève tous les draps. Je laisse les matelas à l'air libre. Comme ça aussi, ça prend l'air. C'est important aussi que vos matelas puissent respirer. Alors, mes tâches de dimanche, c'est changer les draps de tous les lits dans toute la maison. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, les dimanches, c'est changer les draps et je fais tourner les machines. Déjà, il faut savoir que moi, j'essaye au moins de tourner une machine par jour. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, par jour, j'essaie de tourner une machine. Et les dimanches, en fait, je fais en sorte vraiment de vider tous les bacs
des linges sales. Comme ça, je fais les machines, je sèche et après, mon mari, lui, les soirs, il fait le repassage. Donc, je change les draps et ensuite, je fais le ménage dans toutes les chambres, c'est-à-dire je nettoie les meubles. Enfin, j'essaie vraiment de bien faire mon ménage à fond, de faire la poussière. Enfin, vous voyez comment je fais d'habitude. Donc, je nettoie bien toutes les chambres et ensuite, je fais la salle de bain et les toilettes. Et une fois que je finis la salle de bain, je viens dans le séjour, je nettoie les canapés, les chaises hautes qui sont devant la cuisine, je nettoie partout au salon et vers la salle à manger. Je nettoie également les portes de mes placards de cuisine, enfin en tout cas la surface, je nettoie ça. En tout cas les dimanches, j'essaye vraiment de bien nettoyer partout et je prends le temps. Je passe aussi l'aspirateur, je passe la serpillière, je fais la poussière un peu partout, je bouge les canapés. Vraiment, le dimanche, c'est mon jour de ménage, je dirais vraiment à fond. Je change aussi les serviettes. Voilà, je change ça tous les dimanches. Les dimanches, vraiment, j'essaie de voir toute la maison. Et maintenant, le mercredi, j'appelle ça les rehaussements. Le mercredi, je fais à peu près la même chose, sauf je ne me tarde pas. Je mets 45 minutes à 1 heure, mais je fais tout. Mais je ne change pas les serviettes, je ne nettoie pas les canapés. Si je vois qu'il y a une petite saleté, ok, je viens frotter. Mais sinon, je ne le fais pas le mercredi. Le mercredi, c'est la poussière, nettoyer les meubles, passer l'aspirateur et par contre la serpillière je fais passer avec mon robot, mon aspirateur robot parce qu'il y a aussi une fonction de la serpillière. Donc c'est le mercredi, c'est pas moi qui passe la serpillière, c'est plutôt l'aspirateur robot qui le fait à ma place. Ça m'aide juste à ne pas trop faire. Et je fais aussi, je nettoie aussi la baignoire parce que c'est vrai que nous les adultes, mon mari et moi, quand on finit de nous doucher, on nettoie. Et parfois, les enfants, vu que la plupart du temps, maintenant, mes enfants, ils prennent la douche tout seuls, j'ai pas forcément le temps de revenir après eux pour nettoyer. Donc, le mercredi, je nettoie bien la baignoire. J'essaie de faire un petit peu ce que j'ai fait le dimanche, mais moins hard et je m'attarde pas. J'essaie juste de redonner un coup de propre, en fait, pour que la maison puisse rester propre jusqu'à la fin de la semaine. Mais en sachant que chaque jour, je nettoie la cuvette, comme je vous ai montré. J'essaie de faire la poussière là où j'en vois, surtout sur mon meuble de télé. Il y a tout le temps la poussière, je nettoie les tables. Et je fais quoi encore chaque jour? Je fais les lits. Ça, c'est les tâches que j'ai fait pratiquement tous les jours. Je nettoie les tables. Là où il y a des petites traces de main de ma fille, je passe un coup de ponge. Ça, c'est les choses que je fais pratiquement tous les jours. Et je passe aussi l'aspirateur robot tous les jours. Ça dépend. Il y a aussi des jours où je peux m'en passer. Et du coup, ce que je fais le mercredi, si j'ai le temps, je plie aussi les linges que mon mari n'a pas pu repasser dimanche soir. Donc voilà les tâches que j'ai fait le mercredi, les dimanches, ainsi que tous les jours. Si tu fais ça, tu verras que ta maison va vraiment se conserver, même s'il y a des enfants, mais ta maison, elle va vraiment rester propre parce qu'en fait, tu fais ça quotidiennement. C'est vrai que quand on y réfléchit comme ça, on se dit, mais finalement, je passe ma vie à faire le ménage. Mais par contre, ça te fait gagner du temps et ça te fait moins travailler parce que tu fais ça régulièrement. Moi, par exemple, le mercredi, c'est vraiment speed. Je fais ça, mais très rapide et c'est très facile à faire parce que la maison n'est pas très sale. C'est juste rehausser, comme j'appelle ça les rehaussements. C'est juste vraiment pour rehausser, pour redonner encore un coup de propre et ça me permet en fait de garder la maison propre jusqu'à dimanche pour faire mon grand ménage. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, je passe à la deuxième partie, celle qu'on m'avait demandé. Yanana, comment faire pour reconnaître le bon, donc le bon partenaire, hein? Comment faire pour le reconnaître? Et moi, j'ai aussi une question à vous poser, vous qui m'avez posé cette question. Vous allez reconnaître les bons sur quelle base? Hein? Quand tu dis comment reconnaître le bon, mais comment toi tu vas reconnaître le bon, sur quelle base? Je pense que la plus grande chose à faire, c'est d'abord définir ses critères. C'est par rapport à tes critères qui te permettront en fait de reconnaître si la personne qui s'avance, si l'homme qui s'approche de toi, c'est le bon. Donc tout commence par là. Comment tu peux reconnaître le bon? C'est par rapport à tes critères que tu auras définis. Tes critères physiques, tes critères intellectuels par exemple,
tes critères au niveau caractère, tes critères au niveau spiritualité. Vraiment, il y a toutes ces choses-là que toi, tu dois mettre en place, tu dois bien définir pour te permettre de poser un diagnostic lorsqu'un homme s'approche de toi. Tu dois être capable de définir quel genre d'homme tu souhaites avoir à tes côtés pour passer les restes de ta vie. Donc, c'est ça en fait. Ce n'est pas reconnaître le bon par rapport à quoi que ce soit, c'est par rapport à toi. C'est sur cette base-là que tu pourrais dire, oui, celui-là c'est le bon, celui-là c'est pas le bon. Bien sûr que tu peux jamais trouver un homme qui aura la totalité de tous les critères que tu vas définir. Non, peut-être que tu trouveras un homme qui a peut-être 70%, 90% ou 60%. Néanmoins, tu sauras comprendre que c'est le bon ou ce n'est pas le bon par rapport à tes critères. Donc voilà, si je peux répondre à cette question, la première question, comment reconnaître le bon, je dirais c'est d'abord toi qui dois définir les critères pour te permettre de comprendre si c'est le bon ou si ce n'est pas le bon. Alors si je reviens à la deuxième question, comment moi j'ai su que mon mari c'était le bon, comme je vous ai dit, il faut définir ces critères. Moi j'avais mes critères. Je savais que je voulais un homme qui soit respectueux, je voulais un homme ci, je voulais un homme ça. Et il y a une chose que je voulais par-dessus tout. Moi, quand je grandissais, comme vous le savez, je suis une enfant de parents divorcés. Donc, je n'ai pas vraiment connu la vie de papa et maman. Donc, pour moi, en fait, la chose la plus importante, c'était de bâtir un foyer. Et j'avais compris qu'en fait, bâtir un foyer dans la présence de Dieu, c'était la chose la plus importante. Ça, c'est selon moi, c'est selon mes critères. Alors, mes critères à moi, parmi mes critères, que ce soit physique ou autre, ou intellectuel, ou comportement, j'avais aussi, je disais, je ne voulais pas épouser un homme qui ne connaissait pas Dieu. Alors, je me souviens, je faisais la prière, je disais, Seigneur, l'homme que je dois épouser peut être démuni de tout, mais sauf de toi. C'était parmi les prières que je faisais quand j'étais plus jeune. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux vraiment que l'homme que je dois épouser te connaisse. Il peut être démuni de tout, sauf de toi. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, c'est vrai que nos débuts, c'était pas facile. Ceux qui connaissent notre histoire le savent. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit, notre parcours, c'est vraiment un vrai témoignage. Mais sauf que ce n'est pas mon propre parcours à moi seule. Ce n'est pas ma propre histoire à moi seule. C'est notre histoire à deux. Et je peux pas me permettre ici de venir parler de notre parcours si mon partenaire ne me l'a pas autorisé ou s'il n'est pas d'accord ou s'il n'est pas prêt. Donc, voilà, ce côté-là, vraiment, je les réserve. Le jour où il sera prêt, le jour où il sera d'accord, qu'on puisse donner notre témoignage, on viendra et on parlera de ce témoignage-là. Je pense vraiment que ça pourrait édifier certaines personnes. Je pense aussi que ça pourrait redonner de la force à d'autres personnes. En tout cas, je le crois. Mais voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, mais simplement pour répondre à la question, voilà, c'était pas facile au début, c'était assez complexe, assez compliqué. Et s'il y avait une chose qui m'avait permis de comprendre que c'était le bon, étant donné que c'était difficile, c'était compliqué, mon mari, il avait Dieu. Et malgré qu'il y avait plein de choses qui étaient un petit peu difficiles, mais il avait Dieu. Et ça m'a tilté. Et j'ai prié, et je me souviens quand je priais, c'est cette prière-là qui est revenue. C'est cette prière-là qui est revenue dans ma tête. Nana, souviens-toi. Tu disais que l'homme qui va t'épouser, il peut être démuni de tout sauf de moi. Et lorsque je me suis souvenue de cette prière-là, j'ai dit, ah, Dieu merci. C'était l'un de signes qui me faisait comprendre que c'était le bon. Et la deuxième chose, c'est que malgré cette complication-là, on n'a pas manqué de rien. Dieu a pourvu à nos besoins. Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir un travail fixe. Bien sûr, il y a les caractères, il y a la personnalité qui m'a beaucoup plu, quelqu'un de calme. C'est parmi aussi les critères que je voulais en fait. Quelqu'un de calme, quelqu'un de respectueux. Surtout ça. Le respect, c'est la base. Le respect, c'est le fondement. Et moi, je me souviens dans mes critères, au-delà
Au-delà de vouloir quelqu'un qui connaît le Seigneur, je voulais aussi quelqu'un de respectueux, quelqu'un de poli. C'est très important dans une relation. Je peux aussi me permettre à vous dire, mes jeunes sœurs qui me regardent, celles qui m'ont posé cette question, je vous suggère, lorsque vous établissez vos critères, le respect ne doit pas manquer parce que le respect, c'est la base de toute chose, la base dans toutes sortes de relations. Le respect, c'est primordial. Je me suis retrouvée dans ce qu'il est, je me suis vue, je me suis projetée en fait, j'ai vu que non, c'est quelqu'un avec qui je pouvais vraiment faire ma vie. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Comme vous avez voulu savoir comment moi je suis que c'était le bon, donc voilà, je vous ai donné un peu les choses qui ont fait que moi je puisse savoir que c'était les bons. Et comme j'ai dit, c'est vraiment vos critères qui vont vous permettre à définir si l'homme qui s'approche de vous, si c'est le bon ou pas. J'espère que j'ai tout répondu et cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait un grand plaisir de te compter parmi nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!